C'est une base clé du Royaume-Uni. La base aérienne historique de la Royal Air Force de Fairford est stratégiquement importante tant pour le Royaume-Uni que pour les États-Unis. Selon les rapports, un incendie de grande ampleur se serait déclaré et aurait touché les installations. Un important incendie a été signalé sur cette base. L'incendie s'est produit dans la nuit du 26 avril selon les rapports et a provoqué l'effondrement du toit de l'un des bâtiments du complexe. Les autorités ont recommandé aux résidents proches de fermer portes et fenêtres en raison de la propagation de la fumée, signe que l'incident était vraiment grave et d'une grande ampleur. À ce jour, aucune confirmation officielle de victimes n'a été donnée, laissant l'incertitude sur les dégâts et dommages matériels. On ignore aussi si des dommages ont touché les bombardiers ou avions stratégiques de la base, un point crucial pour le rôle militaire de Fairford. D'après les rapports, cette base a été historiquement utilisée par les États-Unis pour déployer des bombardiers lourds et assurer la logistique de guerre lors d'opérations internationales comme celles en Iran. Quelques heures avant l'incendie, environ 200 manifestants ont protesté près de la base, réclamant l'arrêt des opérations militaires des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. La simultanéité de la protestation et de l'incendie interroge sur un possible sabotage ou une simple coïncidence. Parallèlement, l'Iran aurait déjà intensifié la pression régionale avec des attaques de drones contre la base de Moufaq Sakti en Jordanie, où se trouvent d'ailleurs des troupes américaines, selon le secrétariat iranien. Ce serait la plateforme clé pour les opérations aériennes occidentales, y compris les avions F-35A, F-15E, F-16 et A-10. Mais d'un autre côté, Fairford, qui se trouve en Angleterre, a été partiellement mise hors service. La capacité logistique et stratégique des États-Unis en Europe pourrait être affectée en pleine escalade militaire. Le moment, assure-t-il, est délicat, surtout en pensant que la guerre n'est tout simplement pas terminée. D'un autre côté, voici David Rush. Il faut rappeler qu'il est un ancien officier du renseignement de l'armée de l'air des États-Unis. Et maintenant, il est, en tant que retraité, un lanceur d'alerte, un témoin sur la question des WAP ou des objets volants non identifiés. Il affirme l'existence de programmes secrets de récupération et de rétro-ingénierie d'OVNI, et il assure qu'il possède des engins d'origine non humaine. Et, il a servi pendant 14 ans dans l'armée de l'air. C'est un vétéran d'Afghanistan et il a travaillé à l'Agence nationale de renseignement géospatial, la NGA, ainsi qu'au Bureau national de reconnaissance. Il a été représentant au sein du groupe de travail sur les phénomènes anormaux non identifiés, connu sous le nom de PAN. Il affirme que les États-Unis détiennent des vaisseaux et des restes biologiques non humains récupérés depuis les années 1930. Il a assuré que ce programme de rétro-ingénierie existe sans la supervision appropriée du Congrès. Il dit avoir subi des représailles au travail après avoir signalé ses découvertes. Le département de la Défense a nié ces affirmations, indiquant qu'aucune preuve de programme de rétro-ingénierie ou de possession de restes extraterrestres n'a été trouvée. Ça ne concorde pas. Eh bien, écoutez ce qu'il dit maintenant, en assurant qu'il parle directement avec l'administration de Donald Trump. Écoutons ce qu'il dit. Sans aucun doute, j'ai conseillé l'administration au cours de l'année écoulée, à peu près. Et j'ai passé beaucoup de temps avec, vous savez, des hauts fonctionnaires qui travaillent pour le président, en essayant de leur donner mes sages conseils à ce sujet. Et je vais m'arrêter là pour préserver la confidentialité et certaines de mes conversations sensibles. J'espère le meilleur et pense qu'on attend beaucoup du président pour qu'il tienne ses promesses. Et je pense que s'il révèle tous ceux avec quoi j'ai été en contact, il entrera dans l'histoire comme, une grande figure historique indépendamment de votre orientation politique et de votre opinion personnelle sur le président. Dans la vidéo suivante, nous allons voir Marco Rubio, secrétaire d'État, faire une série de déclarations très dures contre, la France, contre Macron et peut-être contre l'Europe, si jamais la position commence à se diviser. Regardez, Macron aurait soi-disant dit une série de choses qui ont même obligé à censurer la presse qui accompagnait Macron. Parce qu'il a, disons, dépassé les bornes dans ses commentaires lors d'un voyage que la France effectue en Chine pour rendre visite à Xi Jinping. Ils assurent que Macron a essentiellement parlé de s'éloigner du dollar, de s'éloigner des États-Unis et de ne pas s'impliquer dans des guerres qui ne les concernent pas.
Et ce que dit Marco Rubio, et nous allons l'écouter tout de suite. Le son est un peu faible, donc je vous demande de monter le volume quand cela commencera. Nous avons monté le volume au maximum sans distorsion, mais il est essentiel d'écouter ce qu'il va dire. Car au final, cela pourrait marquer le début d'une division entre les États-Unis et l'Europe, voire la France. Mais sincèrement, il semble que Macron représente de plus en plus les intérêts européens, mais en pensant, disons, à se désaligner des États-Unis. Voyons ce que pense Emmanuel Macron, mais il y a plusieurs commentaires très intéressants. Aujourd'hui, nous allons les analyser pour toi. Écoutons d'abord le commentaire de Marco Rubio. Le président français, Emmanuel Macron, se rend en Chine, passe environ 6 heures à rencontrer Xi Jinping, puis, lors du vol de retour, il parle avec un groupe de journalistes. Et voici ce qu'il a dit aux journalistes. Il leur a dit, tout d'abord, qu'il est temps que l'Europe se sépare des États-Unis, qu'elle ne dépende pas du dollar, qu'elle ne dépende pas autant de nous, qu'elle devienne une troisième superpuissance. Il dit aussi, ce que j'ai trouvé très intéressant, que l'Europe doit éviter de s'impliquer dans des conflits qui ne la concernent pas. L'Europe ne devrait pas prendre parti sur Taïwan entre les États-Unis et la Chine. Donc je pense que c'est un bon moment pour poser la question à l'Europe. Est-ce qu'Emmanuel Macron parle au nom de toute l'Europe? Est-ce qu'Emmanuel Macron est maintenant le chef de l'Europe? Est-il maintenant le dirigeant le plus puissant d'Europe? Si c'est le cas, il faudra changer certaines choses. L'Europe, et la France en particulier, dépendent des États-Unis pour leur défense depuis 70 ans. Quand Emmanuel Macron a voulu agir en superpuissance en envoyant des troupes en Afrique du Nord, il n'a même pas pu les déplacer. Nous avons dû les transporter nous-mêmes, aller-retour. Il n'a même pas pu amener ses troupes là-bas. S'ils veulent faire cavalier seul et suivre la ligne d'Emmanuel Macron, cela nous fera économiser beaucoup d'argent. Quant au fait de ne pas nous mêler à d'autres conflits qui ne sont pas les nôtres, demandons à l'Europe. Parle-t-il en leur nom? Actuellement, nous sommes très engagés en Ukraine et dépensons beaucoup d'argent public dans une guerre européenne. J'ai soutenu cela car je pense qu'il est dans l'intérêt national des États-Unis de rester alliés avec nos partenaires. Mais si la position de nos alliés, oui, si en effet Macron parle au nom de toute l'Europe et que sa position maintenant est de ne pas prendre parti entre les États-Unis et la Chine à propos de Taïwan, peut-être que nous non plus, nous ne devrions pas prendre parti. Peut-être devrions-nous dire: nous nous concentrons sur Taïwan et les menaces de la Chine, et vous sur l'Ukraine et l'Europe. Donc, devons-nous clarifier, Macron parle-t-il pour lui-même ou pour l'Europe? Nous devons obtenir une réponse rapidement, car la Chine est très enthousiaste à ce sujet. Ils approuvent tout ce qu'il a dit, alors qu'il aurait tenu des propos encore plus graves. Mais la présidence française a insisté pour que tous les journalistes ayant obtenu cette interview lui soumettent la transcription, et apparemment, elle a supprimé des passages encore plus agressifs que ce qu'il a dit. Donc, nous devons découvrir quelle est la position de l'Europe. ¿Cuál es la postura de Europa? Marco Rubio lui-même soulève un sujet qui attire l'attention, surtout en pensant à... Eh bien, un avant et un après. C'est-à-dire lorsqu'il dit que l'Europe n'est pas prête. La France n'est pas prête à se défendre seule, mais d'un autre côté, la France ne veut pas non plus s'impliquer dans la guerre avec l'Iran, qui connaît de plus en plus de confrontations avec. Avec la question de l'Ukraine et le manque de soutien des États-Unis à l'égard de l'Ukraine maintenant, dans laquelle, eh bien, l'Europe et surtout la France sont celles qui mènent actuellement le soutien à l'Ukraine. C'est donc évidemment un choc qui est en train de se produire. En ce moment, mais évidemment, Marco Rubio va défendre sa position. Bien sûr. Emmanuel Macron va défendre la sienne, mais il semble que ces positions sont trop opposées l'une à l'autre et cela pourrait générer un certain type de problème. Restons attentifs aux prochaines réactions. Passons maintenant à un autre sujet important. Les États, quoi qu'il arrive, agissent de manière très pragmatique. Ils ne perdent pas de vue leurs propres intérêts. Regarde, nous continuons encore à fournir du combustible nucléaire aux États-Unis et il ne se passe rien, tout va bien. Si vous riez, oui, mais c'est la réalité. Pourquoi? Parce que c'est rentable et c'est bien, ils font ce qu'il faut et leur économie croît de manière significative, c'est plutôt correct pour eux. Ce n'est pas 4,3, oui, mais malgré tout, c'est très correct. Les principales économies d'Europe, 3 d'entre elles, sont pratiquement tombées en récession.
Le président de la Russie, Vladimir Poutine, fait cette déclaration où il parle évidemment du pragmatisme qu'ils ont, pour le dire ainsi, face à certaines puissances, et où l'on dit qu'ils regardent d'abord leurs intérêts et ce n'est qu'ensuite qu'ils regardent le reste. Dans ce cas, il faut reconnaître que le combustible nucléaire utilisé par les centrales nucléaires des États-Unis continue d'être acheté auprès de Rosatom, qui est une entreprise d'État russe. Un sujet, évidemment, qui, stratégiquement parlant, on peut dire qu'il continue de dépendre de la Russie sur cette question. Bien que les États-Unis assurent déjà qu'ils vont augmenter l'enrichissement de certains matériaux d'uranium ou de matériaux radioactifs pour les centrales. Pour le moment, ils ne le font pas. Pendant ce temps, la Russie subit des attaques ukrainiennes de nuit contre la raffinerie de pétrole de Yaroslavl, à près de 800 km de la frontière avec l'Ukraine. D'après les rapports, la capacité annuelle est de 15 millions de tonnes, une capacité quotidienne de 300 000 barils, toujours selon les rapports, et une capacité totale de raffinage du pétrole de 4,6. Le fait est qu'ils cherchent à frapper ces raffineries, et cela continue de se produire pratiquement tous les jours. Pendant ce temps, ce geste du président Zelensky lors de la conférence de presse avec le président Aliyev attire également l'attention. d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev. Le président Zelensky et le président Aliyev ont signé 6 documents de coopération, y compris dans le domaine de la sécurité. Selon l'Ukraine, elle souhaite augmenter son volume de commerce avec l'Azerbaïdjan et, cela fait partie des démarches qui sont entreprises entre ces deux pays. Ce qui s'est passé à Istanbul est un sujet très grave, parce que, voyons, dit à la presse russe, Zelensky, qu'en pensez-vous des usines ? Ils discutaient, prenaient leur café, mangeaient en quelque chose, et soudain, cela est arrivé. Cela. Allons-y. Il a commencé à entendre une vibration. Une vibration où, cette vibration de basse, de quelqu'un qui avait le son très fort, mais surtout dans les basses, et ça génère, vous voyez, ça génère une sorte de vibration. Alors, cette vibration a été confondue par certains convives qui ont pensé que c'était un séisme et les gens ont commencé à courir, et d'autres personnes qui ne comprenaient même pas ce qui se passait ont aussi couru, au cas où, n'est-ce pas ? Tout le monde a couru, mais il ne s'est rien passé, juste une frayeur. Pourtant, l'image est devenue virale. Un homme, une personne, on ne va pas dire, qui, provoque sans le vouloir une des plus grandes frayeurs de leur vie à ces gens. Pendant ce temps, en Chine, on signale ce vent violent. Qui, a provoqué la chute de motos, de certains arbres. Il y a eu des câbles et des coupures de courant qui, ont aussi touché certains quartiers de Pékin. C'était une tempête de vent assez forte, qui avait déjà été prévue. En fait, certaines zones ont aussi eu une certaine activité sur les lacs, les petits lacs, etc. Ils voyaient comme les vents soufflaient fort dans certaines régions et l'air était assez froid, d'après ce qui a été rapporté. Au Japon, il y a aussi eu un séisme de magnitude 6,1, un séisme qui a eu lieu à Sapporo, dans la partie nord du Japon, d'accord ? Dans cette zone. C'est ici que le séisme aurait eu lieu. Il a été ressenti, mais heureusement, il était très profond. 80 km de profondeur, un séisme de 6,1 qui n'a pas généré d'alerte au tsunami, car il s'est produit à l'intérieur du territoire. Et il y a 81 km de profondeur, d'après ce qu'il rapporte. Pendant ce temps, du côté de la Syrie, un barrage que nous voyons là à l'écran, une partie s'effondre, n'est-ce pas ? Des rapports locaux indiquent qu'un barrage en terre, Al-Shaya, situé au sud d'Alep, en Syrie, a déversé de grands volumes d'eau dans les champs voisins à cause de cette rupture. Et là-bas, ils essaient de traverser une ligne pour commencer à construire une sorte de fort, de digue. Quelque chose comme ça pour arrêter un problème qui, selon ce qu'ils disent, leur coûtera cher. Il n'y a pas de budget pour pouvoir inverser la situation et malheureusement, les cultures sont en danger. La tentative de contenir le flux a été désespérée, même de la part des habitants qui essaient de faire, tout ce qu'ils peuvent, mais jusqu'à présent, les efforts n'ont pas fonctionné, préviennent-ils. Et en Iran, il se passe aussi des choses intéressantes. Nous allons entrer dans les détails, mais le sultan d'Oman, regardez bien,
aurait reçu le ministre des Affaires étrangères d'Iran dans son palais à Al-Barak, discutant, selon les rapports, de questions diplomatiques. Sur la question du conflit, le Golfe discute avec Téhéran, pas avec Washington, pas avec Londres. Cette réunion à Mascate est, selon eux, un pont avec l'Iran et les pays du Golfe. Pendant que les États-Unis bombardent ou essaient d'imposer des sanctions, etc., etc. Eh bien, il n'a pas pu comprendre la stratégie des Iraniens qui forment une alliance avec la Russie ou renforcent l'alliance avec le Pakistan, qui semble de plus en plus proche. Le Pakistan. Et aussi, vers les pays du Golfe, essayant, d'inverser ou de donner un tournant, disons, à toute cette situation. Mais en même temps, ça c'est l'extérieur, en interne, c'est l'aspect militaire qui commence à se consolider de plus en plus. Alors, que va-t-il se passer ? C'est la grande question pour les prochaines semaines. Comment imaginez-vous que le conflit sera dans 1 ou 2 mois ? Je pense que si le conflit continue, s'il reste fermé, évidemment, cela va durer longtemps. Cela dépendra beaucoup de la façon dont Marco Rubio, Whitcomb et Trump comprendront toute cette situation et des stratégies ou des objectifs qu'ils vont poursuivre, parce qu'évidemment, jusqu'à présent, rien n'est clair. Pendant ce temps, au Mexique, regardez ce qui se passe en ce moment. On rapporte qu'après une rencontre privée avec la présidente Claudia Sheinbaum, Volker Turk, il faut rappeler qu'il est le haut-commissaire de l'ONU. Il est ou il était en réunion sans faire de commentaires à la presse pour aborder, on comprend bien, la question des disparus, évidemment. Donc voilà, c'est ça. Un mouvement important de la part de l'ONU, de la part du Mexique pour s'occuper de cela. Espérons que cette fois-ci, ce problème sera vraiment pris en compte. Espérons qu'il reste beaucoup à faire dans ce domaine. En attendant, revenons au Japon. Regardez ce qui se passe. On rapporte que le Japon a reçu environ 90 000 barils de pétrole brut américain envoyés du Texas via le canal de Panama. C'est un mouvement important pour essayer d'équilibrer un peu la question énergétique et éviter que ce pays asiatique ne se retrouve sans réserve. Un sujet évidemment aussi important. Passons à d'autres sujets dans un instant. Merci de nous accompagner. Merci pour vos commentaires. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez le faire via le super chat, l'adhésion, en vous abonnant, en likant. Tout cela aide énormément la chaîne. Merci de nous soutenir. Passons à un autre sujet dans un instant.